Merci en tout cas Déjà, pour ton intervention. un jour, je parlais avec je parlais sur un panel là, il y a un jeune Ivoirien qui m'a demandé où moi j'habite. Il va venir, on va parler. Il m'a dit, tu cherches chez moi, pourquoi? Tu sais, quand les Noirs me menacent, moi ça me fait rigoler en fait. Franchement, quand les Noirs me menacent, ça ne prend pas en considération. Ça me fait rigoler et puis ça m'énerve en fait. Moi, c'est quand parce qu'il n'y a aucun rebelle qui va me menacer par rapport à ça. Un arabe, si tu me dis, moi, si dans un truc, et puis tu vas me menacer, là, moi, j'y vais au couille avec toi, là, je vais te faire des problèmes. Mais les Noirs qui font ça, là, je n'arrive pas à comprendre, mais c'est pas vos trucs, en fait. Vraiment, mais c'est un arabe. C'est un arabe. Votre terre sainte, là, c'est en Arabie. La langue qu'ils ont envoyé le Coran, là, c'est en arabe. Toi, t'es qui? Peut-être toi, t'es baoulé comme moi, t'es bêté comme moi, t'es nouveau comme moi, tu sais même pas. Et puis toi, tu as fait histoire avec moi par rapport à ça, mais t'es fou. Il ne calcule même pas menaces des frères noirs. Il ne calcule pas trop les menaces. Et puis c'est eux qui menacent beaucoup. Hein. Après moi, ça me fait rigoler. Bah oui, les rebeux de leur côté, ils s'en battent les couilles. Hein. Frérot, t'as déjà vu un rebeu aller chercher l'adresse de un tel? Ils s'en battent les couilles. Eux, ils montent. En fait, les Renois, c'est des gens, ils sont cons, tu vois. C'est incroyable. Ils sont cons. Des fois, tu te demandes, mais les mecs, vous êtes cons ou pas dans votre tête? Vous réfléchissez un peu. Regarde, là-bas, ils ont un mec qui s'appelle Bassem qui insulte tous les jours des Noirs, de tous les noms. Ouais, il faut les pendre, des trucs de ouf. Jamais tu vas avoir une équipe de rebeux aller là-bas pour leur dire, wesh frère, t'es un ouf, toi. Mais eux, ils sont capables de mettre en place une équipe pour aller chercher un Renoir équivalent à Bassem. Et heureusement que ça n'existe pas. Mais c'est-à-dire que si t'avais un mec comme ça, là, mais il serait venu et on l'aurait retrouvé, il serait parti cramer sa maison, sa mifa. Les Renois, ils sont cons. Et en fait, vous faites ce que eux ne feront jamais. C'est-à-dire que ils sont toujours dans ce qu'on appelle « je fais ce que les autres ne feront jamais », si c'était justement leur cas. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend le cas de la négrophobie, de ce qu'ils font dans le Maghreb, eux, on aurait fait exactement la même chose au Maghreb, mais vous pensez qu'ils auraient fait quoi? Ils auraient retourné tout ce qu'ils pouvaient retourner. Mais quand vous mettez dans la tête d'un noir que faites ce que eux, ils auraient fait si, justement, ils auraient été dans la même situation, jamais ils vous disent « non, t'es un ouf, nanana. » Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont motivés jusqu'à aller faire des recherches, des Colombo, frère. T'as rien à faire de ta vie. Colombo. Pour faire je sais pas quoi. Mais jamais j'ai vu ça, moi. Vous avez déjà vu un Maghrébin? Ils s'en battent les couilles, frérot. Eux, ils sont là, ils vont dans leur live, ils essaient d'argumenter, ils sont chicotés, ils taillent. Pourquoi? Parce que, peu importe, hein, même si c'est un mec qui fait la hagra à l'islam, ça reste leur frère de sang. C'est ça, en fait, le truc. Un Maghrébin, il trahira un noir qui est juif plutôt que un noir qui est musulman. Ça, l'histoire, vous l'a montré, l'histoire. Vous avez vu comment s'appelle le royaume du Sanghaï? Attendez, je vais mettre. Parce que les gens, ils pensent qu'on est là, on parle et tout. En fait, eux, les Renois, il faut les niquer au moins 50 000 fois pour qu'ils se réveillent, tu vois. Il faut les niquer 50 000 fois pour qu'ils comprennent. Sanghaï, Maroc. Ouais, les Marocains, c'est nos frères. C'est nos frères. Regardez, guerre. Attendez, là, je sais pas si vous voyez bien. Les Marocains, c'est nos frères. Alhamdoulilah, tralala, on a grandi ensemble, c'est la Oumma. Ah bon, c'est la Oumma? Moi, les Marocains, dès qu'ils montent, ouais, nous, les Sénégalais, c'est nos frères. Moi, je leur sors direct ça. Vous tapez Sanghaï, Maroc. Regardez, hein. La guerre Marocco-Sanghaï est un conflit qui dure de 1591 à 1630. Écoutez bien, hein, un conflit qui dure... C'est eux qui ont niqué le dernier empire hein, qui se trouvait notamment en Afrique. L'empire Sanghaï. Pourquoi? Parce que justement, comme il y avait ce qu'on appelle plus ou moins des conflits par rapport au fait que, voilà, le roi, etc. Eux, ils ont profité de cette instabilité pour s'associer avec les chrétiens et les juifs qui sont espagnols, portugais pour leur acheter des armes. Là, on était à l'époque des armes à feu et ils ont utilisé ça pour les attaquer. Allez là, la carte. Vous voyez? Ils sont venus, ils ont attaqué le Mali, ils ont pris tous ces territoires en bleu là. Je sais pas si je peux zoomer. Mais je pense qu'à l'époque, ils ont pris une raclée aussi, hein, les Marocains. Hein. Non, ils les ont niqués. Ils sont restés pendant un moment. Hein. Ils les ont volés pendant longtemps. Pendant un moment, ils les ont volé leur or et tout ce qui va avec le sel. Donc, c'est pour vous dire que eux, ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont là juste... c'est pas vos frères. Hein. Ils sont là, quand ils peuvent vous niquer, ils vous niquent. Regarde, en 1591, le sultan du Maroc, Ahmed Monsar, a de nombreuses raisons économiques et politiques de lancer une expédition militaire contre le Sanghaï. Hein? Je crois que c'était mon frère de la Oumma. Hein, à de nombreuses raisons économiques et politiques. Tu vois. Tout d'abord, l'Empire possède les salines de Gaza, importante source de richesse à l'époque. Hein, le sel, ça coûtait cher avant.
et était réputé d'abriter d'importantes mines d'or. Ensuite, le sultan, il voit un moyen d'éloigner les nombreux chefs militaires de sa cour. Tu vois? Donc, en gros, ça, c'est ses prétextes. Mais frère, au bout d'un moment, c'est vos frères de la Oumma. D'accord. Ils viennent vous attaquer et tout. Ces chefs militaires issus d'Europe forment deux groupes, hein, des Andalous musulmans réfugiés d'Espagne et des renégats prisonniers chrétiens devenus musulmans. Tu vois? La guerre, elle commence en 1591. Donc, la première expédition est confiée au pacha d'Ouder, un chef des renégats. Il comprend 1000 arquebusiers, ça on s'en bat les couilles, c'est toute la liste. Après une difficile traversée Sahara, les forces d'Ouder arrivent aux rives du Niger en mars 1591. Elles ne comptent que 2000 hommes. En gros, le désert les a fumés. Après quelques escarmouches, elles mettent en déroute, écoute bien, hein, elles mettent en déroute l'armée de Laskia, de Isaac II, à la bataille de Tondibi, le 12 mars. Laskia Ishak se replie sur Gao. Tu vois, il met la boulette. Hein, sa capitale. Puis l'abandonne aux Marocains. Vous savez que pendant combien de temps ils ont pris tous ces terres-là, les Marocains? Vous êtes deux? Écoutez bien, hein. En fait, vous connaissez pas l'histoire. Vous parlez, vous rigolez, ouais, Frozo, nanani. Moi, en fait, vous connaissez pas ces gens-là, en fait. Vous pensez que c'est vos potes? C'est pour ça aussi. Ils parlent du Grand Maroc. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ah ouais, mais eux, leur objectif, c'est de voler les terres. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont là. Leur objectif, c'est de prendre toute l'Afrique. Tout ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent. C'est ça que les Noirs, ils comprennent pas. Ouais, les comment ils s'appellent, là, les Touaregs, c'est nos frères. Eux, c'est pas vos frérots. J'ai fait une vidéo, il y a pas longtemps, avec la lettre qu'ils ont écrite à l'époque des indépendances, où ils disaient que jamais ces gens-là, ils nous commanderont, etc., etc. On l'a lu, la lettre, c'est une lettre officielle, je vous la lirai si vous voulez. Mais nous, j'ai pas de voir. Bah oui. Ils proposent alors 10 000 pièces d'or. Vous voyez, ça, c'est les Maliens. Ils proposent alors 10 000, 100 000 pièces d'or et 1000 esclaves pour obtenir le retrait des assaillants. Vous voyez, là, 1000 esclaves, ces mecs-là, ils proposent, ces enfoirés. Vous êtes c'est des vendeurs d'esclaves, faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est pour ça, nous, on vous combat. Parce que vos ancêtres, c'était des enculés, c'était des bâtards, tu vois. Voilà, je sais que c'est des genres de mots qui fait sauter mes lives, mais ça, c'est des mots que je me retiens pas. Tu vois. Donc, au final, comme ils ont perdu, ils proposent de l'or et des esclaves pour que, justement, les Marocains, ils repartent. Mais les Marocains, ils sont pas partis, frérot. Ils ont dit, si eux, ils nous proposent ça, ça veut dire qu'on peut gagner encore plus. Donc, ils sont restés jusqu'à, je crois, qu'à l'arrivée des Français. C'est les Français qui les ont dégagés, tu vois. Établissement du pachalite marocain et morcellement des États Songhai, tu vois. Alors on continue, hein. Ça c'est pas moi, c'est l'histoire. Maintenant après, venez ici nous dire ouais Frozo, tu connais pas l'histoire, nos griots. Quel griot? Vos griots qui pour 50 € tu leur donnes, ils vont te dire que ton ancêtre c'était tout ton camon. Hein, on les a tous vus en train de chanter sur du 50 Cent. Ouais, là, faut arrêter au bout d'un moment, faut être sérieux. Donc voilà, l'histoire elle est là, on la lit. Hein, les chefs du corps d'expédition marocain est alors remplacé par Mahmoud, je sais pas quoi, et Ishak abandonne le pouvoir à Mahmoud Gao. Ouais, ils ont niqué le délire. Parce que l'autre, il a perdu, il perd le pouvoir. Les rescapés de l'armée Songhai prennent alors Nuhu comme Askia, de nouveau battus. Donc, ouais, ils sont obligés d'aller chercher à d'autres endroits pour aller plus ou moins récupérer de l'or. Ils lancent alors une guerre meurtrière. Enfin bref. En tout cas, les mecs sont restés pendant un bon moment. Hein, regardez, un traité de paix est signé en 1630. Donc voilà, ils sont arrivés là. On était en quelle année? On était en 1500, je sais pas combien. Et pendant tout ce temps, ils sont restés là-bas. Après, quelques années après, vous avez... Alors, vous voyez, à partir de 1618, le Maroc arrête d'envoyer des renforts au Songhai. Les conquérants parviennent cependant à s'y maintenir jusqu'au XVIIIe siècle. Regardez là. Jusqu'au 19e siècle. Hein? Après que, en 1630, ils aient conclu plus ou moins un traité pour que, justement, il n'y ait plus de guerre. Mais dans tous les cas, ils vous ont volé vos terres. Jusqu'au 19e siècle, quand les Français, ils viennent et ils arrivent à prendre à prendre toute l'Afrique, c'est-à-dire ils vont faire le Soudan, je sais pas quoi, là. Mais avant ça, et eux, ils vous ont niqué bien comme il faut, hein, avec leurs propres armes. Voilà, c'est pour vous dire, faut faire attention. Il faut faire attention, ouais. Nous, on sait, on connaît l'histoire. On n'a pas honte de dire l'histoire. Nous, on n'a pas ce voile qui est l'islam et qui fait oublier l'histoire. Qui sont ces gens-là? Quel est leur objectif? Vous avez ce voile-là. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ouais, vous faites la fitna, vous êtes en train de diviser, vous voulez nous diviser des musulmans, nous, on est des maghrébins, nous, on a grandi ensemble, etc. Vous avez grandi ensemble.
en France. D'accord. Mais frérot, si tu veux connaître une personne, va chez lui, va voir comment la personne, elle vit quand elle est entre elles, et va voir ce qu'elle pense de toi. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que tout ça, vous mettez de côté. Et à la fin, on vous nique toujours. C'est toujours la même chose. Vous mettez tous ces éléments de côté à cause de l'islam. Et dès qu'il y a un problème, quand vous êtes chaud pour aller justement en rendre coup pour coup, ouais, non, les gars, on a grandi ensemble, la mosquée, tralala, nan. Mais eux, à l'inverse, quand ils ont une opportunité de vous niquer bien comme il faut, il n'y a plus l'islam. Hein. Là, c'est terminé, frérot. Comme là, on a pu le voir. Hein. Hein, c'est les gens, ce qu'ils disent pas dans l'article, hein, parce qu'il y a des livres qui parlent de ça, c'est que eux, ils ont acheté des armes aux juifs, hein, aux chrétiens, ils ont acheté des armes à feu. C'est grâce à ça qu'ils ont gagné. Parce que militairement, ils n'étaient pas plus forts. Mais comme ils avaient une avance technologique, bah, c'est ce qui leur permettait justement de faire ce qu'ils ont fait. Donc, faut faire gaffe. Faites gaffe. Et aujourd'hui, on le voit encore avec la Zawad, toujours la même chose. Algériens qui mettent en place du terreau. C'est pareil, c'est toujours les mêmes trucs. Et au fur et à mesure, ils gagnent du temps. La Mauritanie qui faisait partie de l'empire du Ghana, aujourd'hui, c'est un pays qui appartient plus aux Noirs. Hein, même si ils sont 20%, c'est eux qui justement qui détiennent tous les pouvoirs. Ils font venir qui ils veulent. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un conflit, ils proposent aux Palestiniens de venir. Et en même temps, les Noirs, on les dégage. Il y a plein de Noirs hein, qui sont Mauritaniens et qui peuvent plus aller là-bas parce que ils peuvent pas faire leurs papiers, leurs terres, ils ont été. Et les négros, ils sont là, toujours on continue en train de danser. Ouais, nanana, le zouk. La dernière élection là, le président, il a massacré des Noirs. Hein, bah oui. Il en a massacré comme pas possible. Hein. Donc voilà, faire gaffe. C'est vrai que nous, voilà, mais nous, on dit ce qu'on a. Nous, on voit le danger. Nous, le voile que vous voyez pas, nous, on n'a pas ce voile-là, là. Donc, tout ce que vous voyez pas, ou vous faites semblant de ne pas voir, nous, on vous le dit. Et vous, ça vous fait mal, parce qu'en vrai, vous êtes baisés, parce que dans tous les cas, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui vous reste? Vous êtes bloqués, en fait. Et ça va vous perdre. Et le problème, c'est que nous, ouais. Je t'écoute, ouais. Ouais, moi, j'allais descendre, mais avant de descendre, j'allais dire quelque chose, et je voulais dire quelque chose plutôt. C'est que les Noirs qui sont là, les Noirs musulmans qui sont là en train de dire, ouais, je suis noir, je suis fier de ma couleur de peau, c'est un truc comme ça. Sache que tu vas pas rentrer avec ça au paradis, parce que Allah même dit, ceux dont les visages seront noirs, ceux-là n'iront pas au paradis. Donc, même si un Noir doit rentrer au paradis, il va être d'abord blanchi. Donc, tu vois, il n'aime pas déjà votre couleur. Donc, soyez tranquille, quoi. Ça, c'est pas caché. Ça, c'est dans la sourate 3, dans la sourate Al-Imran. Et au verset 106, ouais, au verset 106 là-bas. Donc, si vous voulez continuer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ou bien vous approchez un peu vers la Mauritanie là-bas, ils vont aller vous appeler Hardan et Miskin et tout. Gens comme esclaves, ils vont vous prendre comme esclaves si ils veulent donc à vous castrer là-bas. Si vous ne voulez pas comprendre, si vous ne voulez pas faire des recherches, là, approchez-vous de la Mauritanie, allez-y et puis dites aux Arabes, prenez-nous en esclaves. Oui, comme Mohamed Toha le disait en 1985, il dit une femme qui se convertit à l'islam, c'est comme un esclave, un noir qui se convertit à l'esclavage. Et pour ça, ils l'ont décapité. Voilà, parce qu'il a apostasié déjà. Donc, Frozone, toujours merci. Et Ibra, bon, peut-être on va se retrouver sur les lives au Mali là-bas. Okay, d'accord, pas de souci. Salut. Merci Barclay, en tout cas. Tu reviens quand tu veux, frère. En tout cas, t'es le bienvenu. Mais Frozone, ce qu'il vient de dire là, mais ça, c'est grave ça. C'est vraiment grave. Tu vois, et ça, il y a beaucoup de Noirs qui n'arrivent pas à comprendre cela. Il y a beaucoup de Noirs qui n'arrivent pas à comprendre que cette religion-là, c'est fait pour eux et pour eux seuls. C'est fait pour eux et pour eux seuls, qu'on doit prier dans les langues. Une fois, j'ai regardé un truc là sur TikTok. Il y a un monsieur qui priait dans sa langue maternelle, il peut dire paternelle. Et après d'avoir prié comme ça, il y a un autre rebeu qui dit que non, que ce qu'il fait là, ça là, c'est pas validé par Dieu. Parce que il doit forcément prier en arabe. Et c'est en arabe que c'est validé. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous, les Noirs, aujourd'hui, là, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Et au fait, souvent, ça fait mal
Mais je me dis, à quel moment on va comprendre cela? C'est à quel moment? D'autres s'éveillent, mais d'autres dorment encore. Et comment nous, on peut faire pour que toutes ces personnes puissent comprendre qu'il est l'heure pour nous de nous réveiller? Il est l'heure pour nous de nous réveiller. La question que je peux poser ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres qui dorment encore là puissent se réveiller? Ouais, en tout cas, frère, bah écoute, on fait ce qu'on fait, hein. On fait des lives, on essaie de conscientiser. Ceux qui veulent se réveiller se réveilleront. Ceux qui veulent pas se réveiller, frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant pis, laisse-les dormir. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'on peut faire, tu vois. Tu peux pas faire plus que ce qu'on fait là déjà, tu vois. Salut Yaya, comment tu vas? Bienvenue à toi. Bonsoir Franzone, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va très bien, merci, et toi? En fait, moi j'étais de passage, vous voyez, moi je suis mauritanien, du coup j'ai entendu un peu parler de la Mauritanie, du coup je suis monté pour parler un peu du sujet, quoi. Je sais que le sujet peut-être c'est pas que la Mauritanie, mais il y a une partie où on pourra parler un peu de la Mauritanie aussi, Ouais, par bien rapport sûr, bien sûr. comme vous dites, les Noirs arabes. C'est intéressant, frérot, parce que voilà, moi j'ai parlé de ça tout à l'heure. Mais il paraît que c'est chaud là-bas, hein. Il paraît que c'est chaud pour les Noirs là-bas. Vas-y, dis-nous, vu que toi tu vis là-bas ou ça se passe comment? Non, je vis pas là-bas actuellement, mais tu vois, je vais souvent là-bas. Tous les années, je suis là-bas presque. Ouais, donc t'es au fait de ce qui se passe, quoi. Tu sais un peu comment ça se passe, le système, tout ça, t'es un peu au courant. Ouais, parce que moi, je vous dis une chose, en fait. T'as vu, quand tu mènes un combat, par exemple, moi, j'ai des sœurs qui sont là-bas, qui luttent pour, tu vois, pour les droits des Haratines et tout. Mais les problèmes, tu sais, c'est quoi? Comme Fétiche Léguerre le dit, quand une personne est aliénée jusqu'à, comment ça s'appelle? Quand il est aliéné, quand il est à fond dans ce qu'il est, quand tu te lèves pour aller le défendre, à la fin, tu te retrouves à te battre contre lui. Ça dit que les Haratines, aujourd'hui, toi, Frozone, tu te lèves aujourd'hui pour aller mener le combat en Mauritanie pour le libérer. En fait, c'est des mêmes Haratines qui vont se lever pour te combattre, en fait. Tellement ils sont aliénés à un point, mais tu te dis, c'est mort, on va dire. C'est ça le problème, en fait. Et du coup, à chaque fois, tu sais, comme vous voyez, exemple, pendant les élections, il y a eu 4 morts. Exemple, on va dire, à Kaïdi, c'est une ville, on va dire, majoritairement noire. Et pendant les élections, quand il y a eu les manifestations, ils étaient contre le pouvoir. Et il y a eu 4 morts. Exemple, quand on vous dit 4 morts, automatiquement, les gens pensent que c'est, exemple, on va dire, le pouvoir qui les a tués. Mais c'est le pouvoir qui les a tués, on va dire. Mais les gens qui ont pris les armes pour tirer dessus, tu vas regarder au fond, c'est pas des blancs, c'est pas des morts, c'est des noirs. En fait, t'as ces noirs-là, ils se considèrent même supérieurs aux autres noirs, tu vois. Ça veut dire que toi, t'es un bon esclave, l'autre, c'est un mauvais esclave. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, on va dire, tous les exemples, quand il y a des manifestations, les gens qui sortent pour aller battre les manifestants, c'est des noirs. C'est-à-dire que c'est nos frères noirs, des Peuls, des Soninké, des Haratines, les mêmes communautés, en gros, qui se tapent entre eux. Et en attendant, tous les colonels, tous les chefs d'état-major, tous les commissaires, la majorité d'entre eux, c'est des blancs, c'est des bidons, comme on les appelle chez nous. Et du coup, pour moi, en fait, l'histoire de la Mauritanie, elle est très complexe. Vous voyez, exemple, quand on parle de l'esclavage des Haratines, la plupart des gens parlent de l'esclavage des Haratines, mais exemple, Frozone, des fois, je t'entends parler aussi de l'esclavage, exemple, on va dire des castes, là, l'histoire des castes. Entre, exemple, moi, dans ma communauté, moi, je suis soninké, exemple, des fois, je me lève pour me dire, je vais me battre pour la cause des Haratines, mais je peux pas me lever pour dire, oui, je vais me battre pour la cause des Haratines, et en sachant que j'ai déjà dans ma communauté des histoires de caste, c'est-à-dire on va pas dire l'esclavage, mais tu vois, c'est exemple, les gens ils se mélangent, ils se disent oui, mon sang il est pur que ton sang, je vais pas me mélanger avec toi. C'est-à-dire que même entre nous noirs, il y a encore cette mentalité, il y a cette barrière entre nous. C'est-à-dire que en tant qu'il y a cette division entre, exemple, on va dire la communauté soninké, les Peuls, il y a déjà cette division entre eux. C'est-à-dire ils pourront jamais se réunir en bloc pour combattre les morts blancs. C'est-à-dire que les morts blancs, ils ont réussi à nous diviser
pas à nous diviser, mais ils ont réussi à mettre dans nos têtes que l'autre, il est mieux que l'autre. Et du coup, entre noirs, dans la même communauté, on va dire, dans la communauté soniquée, on est divisé en deux. C'est-à-dire que quand il y avait les élections, il y avait Biram Da Abed, c'est un Haratin qui s'est présenté aux élections. Et du coup, il y avait une partie de la population soniquée qui ont voté pour, Biram Da Abed parce que, tu vois, il est anti-esclavagiste, il lutte contre l'esclavage. Et il y a l'autre partie l'autre partie de la communauté soniquée qui se considère comme, une famille noble. Ils ont préféré voter au Mort Blanc pour dire que, exemple, le Mort Blanc, tant qu'il restera au pouvoir, il va pas lutter contre l'esclavage. Mais par contre, si Biram, il va passer président, il va lutter et il va faire une lutte contre l'esclavage. Du coup, eux, dans leur tête, on préfère voter pour le Mort Blanc qui reste au pouvoir que Biram il passe pour lutter contre l'esclavage, parce que nous, on est une communauté, on va dire, ils se disent, nous, on est une communauté noble, on va jamais se mélanger avec nos frères noirs parce qu'ils sont pas nobles. C'est ça le problème. Du coup, le problème de la Mauritanie, il est très complexe. Pour moi, faut la vivre, faut vivre sur place pour vraiment pouvoir en parler comme il faut, en fait. Merci. Ouais, en tout cas, merci pour ton intervention. Tu vois, c'est une dinguerie ce que tu viens de dire. Parce qu'en vrai, tu te rends compte que, en fait, c'est à peu près le même système, c'est les mêmes systèmes que les Blancs ou peu importe ont mis en place pour pouvoir dominer quand ils sont en minorité. Regardez aux Antilles, tous les pays comme ça, là où ils sont toujours en minorité, même au Brésil, hein, il y a plus de Noirs, mais ils arrivent à dominer. Tu vois, ils divisent, c'est le concept du diviser pour mieux régner. Hein, tu vois, on met en place, on divise, toujours, hein, on oppose, et ceux qui justement sont censés nous combattre, comme ils passent leur temps à se taper dessus, nous on garde le pouvoir. Bref, c'est une technique bien rodée, hein, et c'est ce qui leur a permis de régner partout, hein. Partout où ils sont arrivés, ils se renseignent, ils voient qui au moindre information l'autre il est pas venu à ton anniversaire. Ah bon, tu l'aimes pas? Ils vont développer ça, ils vont foutre la merde, diviser, et à la fin vous allez vous taper, eux ils prennent tout le bif, et à la fin vous êtes niqués. Donc effectivement, tu vois, c'est comme ça que ça se passe en Mauritanie, et ça aurait pu se régler. Comment 20% de la population arrive à contrôler 80%? Ça peut être que mentalement. Donc au final, ça confirme ce que tu viens de dire. Non, je pense que c'est cette histoire de casse, c'est pas quoi. Tu sais, entre les noirs déjà, s'il y en a qui se croient plus supérieurs à d'autres noirs, voilà, où les gens la rentrent au milieu maintenant pour s'imposer, on va leur idée. Si vous pensez que non, vous êtes des sangs purs, que vous êtes les autres qui sont de l'autre côté, ils peuvent pas vous gouverner. Parce que genre, si vous êtes les propriétaires terriens, soit vous êtes les rois, les autres là viennent d'arriver. Mais c'est pas, ils ont les idées un peu tordues là. Donc les autres blancs là, ils sont pas beaucoup. Les arabes ou soit les blancs là, ils sont pas beaucoup. Mais eux, par rapport à ça, ils vont jamais si vous n'arrivez pas à vous unir, ils vont pas en position. Ils vont rester comme ça. Ça veut dire vous allez vous taper dessus. Vous allez vous taper dessus jusqu'à après ils sont là, ça va jamais finir. C'est ça. Exact. Ouais, Sourson, tu voulais dire un truc, après on va laisser Birima, Togful. Je disais juste, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait au Rwanda, là, tu vois, avec le génocide, tout ça, il y avait une minorité, et puis on les a fait passer pour des supérieurs et tout, et puis c'est parti en couille, quoi. Non, mais vas-y, Yaya, c'est intéressant ce que tu dis. Aussi, si tu fais passer la parole. Franchement, je vous dis, hein, la situation de la Mauritanie, elle est catastrophe. Moi, exemple, j'ai eu mon père, il a travaillé dans le gouvernement, on va dire, 20 ans en arrière. T'avais beaucoup de Noirs qui étaient représentés dans le gouvernement, dans l'armée. On a eu des colonels, on a eu des généraux. Mais au jour d'aujourd'hui, je te jure, la dernière fois, ils ont fait une investiture dans une école de police. Ils étaient, presque 23 ou 25 commissaires. Dans les 23 ou 25 commissaires, t'avais que 3 Noirs. Ça veut dire que tous les autres 20 personnes, c'est que des morts blancs. Ça veut dire que plus on avance, plus ça devient pur. Et même que, je veux dire, moi, j'ai mes frères qui sont là-bas, ils ont fait leurs 2 études là-bas. Et à un moment, tu vois, ils en ont marre. Ils disent, ouais, il y a trop de favoritisme. Par exemple, ils font des concours, ils font des, ils font des études pour entrer dans l'armée, pour entrer, on va dire, dans l'administration. C'est très compliqué. On va dire, même dans les industries minières, exemple, tu vas voir dans les industries minières, exemple, j'ai une cousine qui travaille dedans, il me dit, je te jure, des fois, tu peux sortir un arbre généalogique, là, comment ça s'appelle ça? Un arbre, exemple, familial, exemple, on va dire un cousin, une cousine germaine, un parent. En fait, ils vont prendre un secteur, ils vont mettre que leur famille.
Et nous, le problème, nous, le noir, on le fait pas. C'est ça le problème, en fait. Un mort blanc, ils vont le nommer directeur de la Sonelec, la Société Générale de l'Électricité. Il va mettre tous ses parents, exemple, comptable, directeur, comment on appelle, chef d'équipe et tout. Et le jour où ils vont le faire sauter, son cousin qui est juste en dessous de lui, il va monter la place, il va lui reprendre la place. Ça veut dire que c'est ça qu'ils ont réussi à, franchement, je parle, mais j'ai un mépris, mais laisse tomber. Et du coup, ce qui nous arrive, je te jure, moi, les Maliens, là, ils ont qu'à bien ouvrir leurs yeux pour dire que la Mauritanie, elle a été gouvernée par des Noirs. Et au jour d'aujourd'hui, on a tout, moi, je suis Mauritanien, je te jure, tous les années, je suis à Mauritanie, mais j'ai perdu vraiment espoir, hein. Tous les ans, je suis là-bas, mais j'ai perdu vraiment espoir. Parce que si au moment où je me lève pour mener un combat, et que derrière, je vois des frères qui se battent, des frères noirs qui se battent entre eux, pour dire, moi, je suis noble, moi, je suis pas noble, et des trucs, mais vraiment débiles, hein. En attendant que les morts, ils sont en train de vraiment occuper tous les postes stratégiques, le commerce, l'armée, comment ça s'appelle, les ministres, tout ça, c'est les morts qui gèrent. Même tout ce qui est, comment ça s'appelle, immobilier, c'est les morts aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire que nous, tout ce qui nous reste, c'est aller en émigration en France, aux États-Unis, et revenir en vacances avec tous les sous qu'on revient, on revient avec au pays pour, comment ça s'appelle, pour investir. Les notaires, c'est des morts. Les commerçants, pour les alimentations, c'est des morts. En fait, tu vas travailler à l'extérieur, tu reviens avec tes sous, tu les réinvestis dans leur business à eux. Tu vois? C'est-à-dire que c'est eux qui sont gagnants dans l'histoire, en fait. Merci, je vais m'arrêter là et je vais écouter un peu parce que j'ai le cœur, il est plein, là. Merci. Ouais, merci, frère, en tout cas, pour toi. Ouais, il y a de quoi, mon frérot, il y a de quoi, hein. On va laisser Birima nous dire qu'est-ce qu'il pense de tout ça. D'ailleurs, le sujet, il est là, hein. Salut, Birima, bienvenue, hein. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai des écouteurs. Ouais, ça va, on t'entend bien, ouais. Ou bien j'enlève? Tu peux enlever, hein, je pense que ça va être mieux le son, mais moi, ça va déjà. Ouais. En tout cas, bonsoir à tous ceux que j'ai pas salués, hein, qui sont arrivés dans le live, hein, en tout cas, bonsoir à vous tous, Ouais. vous allez bien, ouais, je salue tout le monde. Ouais, en fait, bonsoir Anju. C'est vrai que je pense qu'il faut qu'on revienne aussi sur l'éducation, quoi, de nos enfants. Parce que les enfants ne connaissent pas l'histoire des arabo-musulmans, tout ce qu'ils ont fait. Du 7e au 21e siècle, en fait, on nous parle toujours de l'esclavage qui a eu lieu avec les Occidentaux, 400 ans d'esclavage, etc. Mais ce qui a eu lieu avec les arabo-musulmans, c'était pire. Ça a duré 13 siècles. Et en plus de ça, ce qui était grave, c'est que, par exemple, aux États-Unis, les Noirs pouvaient se reproduire. Ils pouvaient faire des enfants, etc. Mais alors que dans le monde arabo-musulman, ils étaient castrés, ils devenaient des eunuques, etc. Et quand tu regardes, quand tu lis la documentation que Tidjane Ndiaye a fait dessus, c'était des enfants de 7-8 ans qu'on prenait et qui étaient castrés, malheureusement. Et après, ils grandissaient, ils devenaient comme ça. Dans ces sociétés-là, ils ont eu tellement de traditions comme ça qu'ils viennent nous imposer vraiment leur manière de vivre. Et jusqu'à maintenant, ce qui se passe en Algérie, etc., avec la frontière malienne, moi, je pense que si les Africains ne se réunissent pas et qu'on forme des vraies armées pour pouvoir être solides et résister contre vraiment cette invasion, on risque vraiment de subir des trucs très graves dans le futur. Ce qui s'est passé en Arabie Saoudite pour qu'ils arrêtent l'esclavage en 62, c'était sous la pression des Britanniques, hein. C'est pas eux qui ont décidé de l'arrêter. C'est pour ça qu'ils ont transformé l'esclavage en kafala, comme on l'appelle, en kafala. Jusqu'à maintenant, nos sœurs sont esclaves là-bas, hein, au Liban, etc. Et l'Africain est toujours en train de se dire, ok, ouais, l'autre, il est cool, etc. C'est ça qui nous pose problème, comme tu dis toujours en Frozen. Et tant qu'on ne mettra pas en place ça dans le cerveau de nos petits gamins, pour qu'ils grandissent en sachant que ce qui s'est passé avant peut se reproduire, et qu'ils apprennent ça à l'école très tôt, je pense qu'on ne pourra pas faire face à comme au défi du futur. Je vais pas monopoliser la parole, mais moi je pense que la base, c'est l'éducation, quoi. Parce que quand tu parles avec certains de nos confrères là, par exemple en ligne, etc., tu te rends compte que le niveau de compréhension de ces enjeux-là est très bas, en fait. Et mieux vaut s'armer pour être
être en sécurité, quoi. Et dans ce cas-là, c'est dans l'Union africaine. Et dans l'Union africaine, ça veut dire quoi? Le Mali, le Sénégal, le Niger, etc. On arrête nos petites chamailleries et on se met ensemble. Et que, par exemple, quand je parle plus de, moi, je pense que quand on parle de frontières entre la Guinée et le Sénégal et ça me fait mal d'entendre ça. Ouais, toujours le même concept, hein, diviser pour mieux régner. Effectivement, les frontières, hein, tracées, c'est pas tracé comme ça au hasard, hein, c'est que là, ils savent qu'il y a deux peuples, on trace là, et puis comme ça, ils se tapent dessus. Un peu comme le Congo, Ouais, hein, vous avez juste un lac. c'est sur l'éducation. Si on éduquait un peu les gens, je pense qu'on comprendrait ça. Par exemple, on comprendrait que l'Ivoirien, le Sénégalais, le Guinéen, le Centrafricain, etc., tous, on a le même peuple, on a les mêmes ADN, etc. Et que franchement, moi, j'ai vécu ça. Hein. Je vois que j'ai vécu en Afrique du Sud, mais je vois que les Sud-Africains, ils sont plus conscients que l'Afrique de l'Ouest sur ça, sur ces parties-là. Ouais, il y a beaucoup de retard. Ouais, c'est vrai, l'aliénation varie en fonction des endroits, hein, ça c'est clair et net. Okay, ouais, cette partie-là, hein. Non. Ils se laissent pas avoir. Hein. Ouais. Bah oui, parce qu'ils ont un peu plus de contrôle sur l'éducation de leurs enfants, donc c'est normal qu'ils arrivent à plus ou moins à éveiller, à conscientiser leur population, chose qui n'est pas trop le cas, hein, pour l'Afrique francophone. Donc, ouais, nous les voiles, on voilait nos cerveaux, malheureusement, surtout nos femmes. Les voiles, les perruques, hein, tout ce qui se met sur la tête, tout ça c'est clair et net. Merci bien. Merci. La sensibilisation que tu fais là, c'est très bien. En fait, malheureusement, tu commences le boulot demain tôt. Mais déjà, moi, quand je regarde, j'écoute parfois, la plupart du temps, les gens se disent, ouais, j'ai appris ça, j'ai écouté Frozone, j'ai ça. Franchement, tu te rends pas compte de l'impact, en fait. Je pense de ce que tu es en train de faire. Et beaucoup d'autres. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Il y en a qui font ça, mais l'impact de communiquer comme ça, il y a des jeunes qui rentrent dedans sur TikTok, c'est ça, qui écoutent. Ça ouvre le cerveau. Et je pense que, même si les gens ne peuvent plus lire comme il fallait, le fait déjà d'écouter ça, de confronter leurs idées, c'est une bonne chose déjà. Exact. En tout cas, merci, hein, pour ta contribution. Voilà, c'est un travail d'équipe. Moi, j'apporte avec mes vidéos, avec le fait que j'organise des lives, et tout le monde apporte, chacun apporte sa connaissance, et c'est ça qui est bien, c'est un travail d'équipe. Donc voilà quoi. En tout cas, merci, hein, pour ton intervention, hein, toujours aussi perspicace, enfin bref, ce point-là j'ai toujours perspicace. Effectivement. Exactement. Ok frère, bah écoute, si tu veux descendre, vas-y, hein, demain tu dors. Ouais, je vais me coucher là. Ouais, bonne soirée en tout cas. Bonne soirée, ciao. Ok, salut Location, comment tu vas? Ça fait un petit moment, Location. Ouais, super. Bah écoute, de temps en temps, j'écoute les lives, c'est tellement dehors que je peux pas monter par rapport au bruit et tout, comme tu le sais. Et de temps en temps, bah, quand j'ai du tempo comme ça à la maison, c'est là où je monte. Carré. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu? Moi, j'avais mis un sujet. T'as deux sujets, hein. Alors, j'ai celui-là et j'en avais un autre qui pouvait peut-être t'intéresser. C'est... Attends 2 secondes, je vais te montrer comme ça, tu sais c'est lequel. Ouais, oui. Alors, quel est le vrai islam? C'est quoi le vrai islam? Parce que franchement, toi, t'es quoi comme musulman? T'es un sunnite? T'es pas un sunnite, toi, hein. T'es un musulman tout court, hein, c'est ça, si je me trompe pas. C'est un musulman tout court, mais sunnite, en fait. Je crois aux hadiths et je crois au Coran. C'est ce que justement vous appelez sunnite. Non, parce que toi, quand je parle avec toi, tu prends pas tous les hadiths, hein. Est-ce que par exemple, Aïcha, c'est 6 ans, 9 ans? En fait, c'est pas comme si on ne prend pas tous les hadiths, tous les musulmans sunnites. En fait, ont le droit de rejeter certains hadiths. Non, ça c'est pas sunnite, ça. C'est pas. T'as un musulman à la carte. Hein, voilà, en fait, à la carte. Non. Pas du tout. Je ne suis pas à la carte. C'est quoi le vrai islam? C'est quoi le vrai islam? Dis-moi c'est quoi, hein? Parce que toi, là, quand t'es sunnite, c'est-à-dire que tu prends tous les Sahih Bukhari, Muslim, tout ça, il n'y a pas de, ouais, non, ça c'est pas bon. Mais tu peux pas être musulman à la carte. Oui, non, je prends ça, je veux pas. C'est pas le restaurant chinois, mon pote. Hein, c'est pas, tu prends les nems, tu rejettes les... Non, c'est pas comme ça. En fait, nous rejetons tout hadith qui est contraire au Coran. Tout simplement. Ce n'est pas la carte. Oh, mais il est Sahih. Il est dans le Sahih. En fait, ce qu'on dit, ce sont en fait, l'hadith, si on veut, c'est la parole des humains. Tu comprends? Et le Coran, c'est la parole du divin.
Du coup, on peut remettre en cause des hadiths, oui, car c'est de la part des humains, c'est une œuvre humaine. Il peut y avoir d'erreurs et contradictions, il peut y avoir. Dans le Coran, vu que c'est une œuvre divine, il n'y a pas d'erreur. T'as pas Et d'erreur. là, il n'y a pas à choisir, en fait. On accepte tout. D'accord. Et l'interprétation du Coran, c'est toi qui Ouais. interprètes toi-même les versets ou c'est les savants qui le font à ta place? Alors, l'interprétation, ce sont justement, oh non, c'est le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui a interprété le Coran. Et quand il a interprété, il y a eu justement à ses compagnons. Et ce sont ces compagnons qui, à leur tour, en fait, nous transmettent ce qu'ils ont entendu. Maintenant, ils peuvent justement faire erreur. Ils peuvent. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lui poser des questions? Parce que moi, franchement, moi, je vous cache pas que moi, je suis dépassé. Hein. Moi, t'as vu, moi, je lâche l'affaire. Je réponds rapidement à la question avant celle-ci, à la question Vas-y, Alors, réponds. oui, avant que Yvra me pose sa question, je te réponds, Yvra, t'inquiète pas. Alors, par rapport à la première question était, je sais pas, les Arabes noirs, des choses comme ça. Pour moi, on peut être croyant, c'est-à-dire chrétien ou musulman, en l'occurrence musulman, car je le suis, et être africain, panafricain. Parce que je ne vois pas, en fait, l'incompatibilité. Le musulman a deux missions. Sa première mission, c'est le plan vertical entre lui et son Seigneur. Quand il est dans sa mosquée ou dans sa chambre, il fait sa prière, il doit son culte à son créateur. Ça, c'est le plan vertical. Le plan horizontal, il se doit également de faire le bien à son semblable, qui est, ça c'est le plan horizontal, donc je dis bien, voilà, qui est son frère, ses soeurs, ses frères, etc. Donc, on peut justement être africain et être aussi religieux, être musulman. Ça, c'est juste pour répondre à la première question qui était là, où le monsieur avant moi répondait là-dessus. Et maintenant, je suis ouvert aux questions des Ibra. Je pense que c'est lui qui veut me poser sa question. Vas-y, fais-toi plaisir. Parce que franchement, lui, vertical, horizontal, il manque pas la diagonale ou la perpendiculaire, non? Non, on l'a déstabilisé. J'ai pris les deux piliers très importants pour te donner une idée de la chose déjà. Et maintenant, le reste, c'est les détails. Vas-y, Ibra, c'était quoi la question? Ok, tu sais, il est parti chercher les ressources pour venir parce qu'à un moment là, il tenait plus le coup, c'était tellement lourd. Ibra, juste. Oui. Ibra, 2 secondes s'il te plaît. Il y a monsieur A ici ou madame A qui pose la question, sa prière en quelle langue? Au fait, est-ce que je réponds français ou pas besoin? Non, frère, pas, attends 2 secondes, je vais remettre de l'ordre. Non, tu vois, quand tu joues au foot, il faut pas t'occuper des supporters en bas dans le stade. Il faut jouer au foot là, sur le terrain. Parce que si tu commences à répondre aux supporters, frère, ton match, tu vas le finir avec un carton rouge. Ouais, non, vas-y, y a pas de souci. Ouais, on reste concentré ici. Merci. Ok. Vas-y, déjà, tu viens de dire tout de suite que non, le courant, c'est parole d'un divin, c'est ça? De quoi? Le courant, tu dis c'est parole d'un divin. Le Coran est la parole du divin, du Tout-Puissant, du Créateur des cieux et de la terre. Ok, tu as dit c'est pas, donc ça veut dire que c'est pas parole d'un humain, c'est ça? Exactement. C'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Attention. Exactement. Exact. Et si moi je te montre le contraire dans le Coran, en fait, tu fais quoi? Ibra, je sais très bien la sourate que tu vas me sortir, je l'ai vue, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, d'accord? Non, je te pose la question, et si je te montre le contraire, c'est tout ce que je te dis, tu vas faire quoi? Avant même que tu me le prends, je te fais gagner du temps. C'est là où tu me diras, oui, ceci, le Coran est la parole dans Messager ou dans Noble Messager, c'est ce que tu veux me faire sortir. Et je le sais, t'inquiète pas, c'est dans un contexte particulier, dans le sens où celui qui est face au, comment on dit, à ses détracteurs, je dirais ainsi, qui essaie de les faire comprendre comme quoi il leur parle physiquement, il est là, il échange avec eux.
Mais comment on dit, l'inspiration, au fait, vient du divin. L'inspiration vient du divin. C'est comme si moi, je te dictais des choses et que toi, tu expliquais cela. En gros, l'idée vient de moi, donc c'est moi qui te donne l'idée. Et toi, de l'autre côté, tu expliques cela ou tu répètes cela. Tu vois? C'est dans ce sens-là. J'espère que je t'ai fait gagner du temps. Non, tu m'as pas fait Bon, gagner du temps. Ibra, mon Ça, frère, c'est ton pardon, avis. attends un peu. Ibra, pardon, attends un peu. Je veux m'occuper un peu de ce monsieur, pardon. Excusez-moi. Déjà pour commencer, salade aux légumes à tous. Donc, Légumes, attends. sushi gay. Et j'aimerais un peu m'entretenir avec monsieur Location. Chégué, qu'est-ce que signifie salade aux légumes déjà? Oui, merci. Donc, mon gars, tu es un grand défenseur de l'islam, c'est très très bien. Hein? Chégué, explique que signifie salade aux légumes. Salade aux légumes, Ben, c'est salade aux le, légumes à tous, c'est une citation. c'est, en fait, c'est le C'est une plat que les salutation. Kémites ils mangent. Hein. C'est le plat préféré des Kémites. On est végétariens, tu vois. On mange de la salade et des légumes. Voilà. Mais tu sais, déjà, ces kémites, moi je vous conseille d'abandonner ces pratiques, etc. Les kémites, en gros, c'est une idée qui revient, je ne dis pas qui a été créée, mais qui revient des Non, Américains. laisse tomber la définition. Laisse tomber. Viens, on Mon avance. gars, Faut laisser ça. laisse Laisse ça. d'abord, Laisse laisse ça. d'abord. Ok, Bon. ok. Bon, location, tu es un noir. Tu es un noir. Chégué, bien sûr. Ok, En ok. bas, Tu as dit tu que... Non, attends. Tu as dit un noir, il peut être panafricain et Attendez, musulman, s'il vous c'est plaît, ça? s'il vous plaît, les gars. Il y a des gens qui écoutent en bas. Essayez de faire en sorte que ça soit pas inaudible. Hein. Chacun son tour. Exactement. Chégué, je suis un noir et fier des lettres. Je vais être plus précis. Ok. Vas-y. Mais tu pratiques quand même l'islam qui n'est pas une religion qui est purement arabe. J'ai oublié, Voilà. et je suis musulman, je suis noir et fier des lettres et je suis Ok. et fier Ok, aussi des lettres. Donc j'ai cité, C'est bon. voilà, vas-y. C'est bon, mon frère, c'est bon. Bon, tu es d'accord avec moi que l'islam, c'est une religion qui a été révélée à un arabe à une période bien précise, c'était au 7e siècle, et c'était dans la péninsule arabique. Le livre est écrit en arabe, la prière se fait uniquement en arabe. Non, attends, mon frère, attends. Je C'est veux pour ça parler. que je te demande, je suis pas pour t'interrompre, juste que j'ai pas saisi, je te demande de reprendre, tout simplement. Ok, je vais reprendre. J'ai dit ceci. L'islam, tu es d'accord avec moi que c'est une religion qui a été révélée à un arabe pendant une période bien précise, plus précisément au 7e siècle. Le livre a été écrit en arabe. La prière se fait uniquement en arabe. La preuve en est que dans un pays en Afrique, en Guinée plus précisément, t'as un imam qui a osé faire la prière dans sa langue maternelle et ça suffit pour le condamner. Hein. Actuellement, il est en prison. Il est en prison parce que il a fait la prière dans sa langue maternelle. Pourtant, on dit c'est le Dieu de tout le monde, c'est un Dieu universel, c'est une religion universelle, blablabla. C'est ce que vous racontez à chaque fois. Hein. Donc, c'est une religion qui est purement arabe, ça ne concerne pas le livre. L'histoire qui est racontée dans ce livre, ce n'est pas l'histoire des Noirs, c'est pas l'histoire de ta tribu. T'es un Noir, t'es pas arabe. Tu ignores comment cette religion a été transmise à tes ancêtres. Tu ignores ça. Tu ignores. Et moi, j'ai un problème avec vous, les Noirs arabes. C'est que... Non, dans la question. Vas-y. Non, j'ai un problème avec vous, les Noirs arabes. C'est que vous êtes forts, franchement. Vous parlez à gorge profonde quand il s'agit de la traite menée par les Blancs. Là, vous êtes forts. Franchement, là, vous avez des arguments. Vous êtes des tomes, en fait. Vous êtes des vrais savants. Mais quand il s'agit de parler de la traite arabo-musulmane qui a fait 14 siècles. Je rappelle que en 1962, en Arabie Saoudite, on vendait encore des gens comme des baguettes dans une boulangerie. Hein. On le faisait. Et ces gens-là, ils l'ont pas arrêté parce qu'ils ont décidé de le faire. Non, c'est parce qu'ils ont subi des pressions et notamment des Américains. C'était à cette époque-là, c'était l'ancienne femme la femme du président américain Roosevelt. Elle s'appelait Eleanor Roosevelt. C'était grâce à elle aussi. Donc, il y a des gens, ils se rendent pas compte de la gravité, de la violence
de cette traite. Donc, on a parmi vous des élites, des soi-disant intellectuels qui ont la parole quand il s'agit de dénigrer, de parler de la traite menée par les Européens. Mais dès qu'il s'agit de la traite menée par vos maîtres, là, c'est la chaise vide, en fait. Plus personne ne veut parler. Donc, moi, j'ai fini par comprendre que votre appartenance religieuse prend le pas sur un devoir de mémoire. C'est ce que moi, j'ai fini par comprendre. Et à chaque fois que il y a des embrouilles peut-être dans les réseaux, tu vas voir, c'est un exemple, un Maghrébin qui doit insulter des Noirs, le Noir il va se révolter parce que le Noir peut-être lui aussi il est noir, il est musulman, il va se révolter. Le Maghrébin il va lui dire mais on est quand même frères en islam. Et ça suffit pour que le mec, il arrête de s'indigner. Ça suffit, en fait. Il va dire, mais ouais, on est quand même frères en islam. Il faut lui poser la question. Comme il y a des gens qui sont montés, qui n'ont pas encore parlé. Exactement, Chégué, ce n'est plus une question. Ça, c'est un exposé, là, que tu me fais, là. Mais bah oui, moi, je t'ai fait mon exposé. Le truc, c'est que moi, moi, j'ai un problème avec vous. Tu m'as dit que c'était une question. C'est ce que tu as dit au départ. Mais vas-y, quand même. Oui, ok, bon, mais là, je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions. Je vais te poser une question, excuse-moi. Je vais te poser une question. Bon, je vais aller dans votre livre. Dans votre livre, il est dit que Dieu a créé les humains et les djinns pour le servir. C'est écrit, je n'invente rien. Vas-y, t'es d'accord avec moi? Pardon? La question? Quelle est la question? Non, je te demande d'abord, tu es d'accord avec moi? Ah, ok, bah reformule la question, j'ai pas entendu, vas-y. Non, je n'ai pas posé des questions pour moi, j'ai dit juste, j'affirme un truc. Il est écrit dans ton livre que Dieu a créé les hommes et les djinns pour le servir, pour le louer, c'est ça? Tu es d'accord avec moi? Nous avons créé les djinns et les humains rien que pour nous adorer, bien sûr. Ok. Et en même temps, tu es d'accord que Dieu, c'est un être puissant et infini. Tu es d'accord avec moi? Autosuffisant plutôt. Ah, il est autosuffisant et tout. Mais comment un Dieu qui peut être puissant et infini, mais il va quand même aller créer les hommes parce qu'il a besoin qu'on le serve, qu'on le loue. Est-ce que c'est logique? Ah ben, attention. Est-ce que c'est un sens? Attention, Chégué. Attention. Là, tu commences à déraper. Alors, quand tu me dis... Comment ça, je dérape? Non, mais je te fais comprendre, je te le fais comprendre, t'inquiète pas. Alors, est-ce que là, tu m'as dit dans ton affirmation, est-ce que tu as dit Dieu a besoin que vous le louez? Mais c'est ce qu'il a fait. C'est écrit dans votre livre qu'il a créé les hommes et les djinns pour le servir, pour le louer. Comment tu peux être tout puissant et tu crées des gens pour qu'on te serve? Après on va avancer parce qu'il y en a deux qui sont montés qui n'ont pas parlé. Vas-y, je vais te laisser répondre et après on va laisser les deux autres personnes. Vas-y, dis-moi, explique-moi la logique dans ça en fait. Moi je comprends pas. Explique-moi la logique. Alors oui, celui-là, Chégué. Du coup, la question, vas-y, on y va rapidement. C'était comment un Dieu qui est tout puissant et qui nous manque, qui est omniprésent, omniscient, qui sait tout et tralala, voilà, tu connais un peu la définition de Dieu. Mais il a quand même créé les hommes et les djinns dans le but de le servir. Pourquoi en fait? Comment un Dieu peut avoir des besoins? Est-ce qu'un Dieu peut avoir des besoins? Est-ce que c'est logique? Je réponds à cela. Déjà dans ta question, je réponds à ce que ta question sous-entend et sous-entend en fait que Dieu notre prière doit servir Dieu. Dieu a besoin de notre prière. Dieu dans ce Coran justement, tu dois le savoir. Ibra également, qu'il est écrit dans le Coran. Là, je parle la sourate en main, je peux chercher plus tard si besoin. Il a dit également dans le Coran comme quoi votre prière et je sais pas quoi, les sacrifices et quoi que ce soit ne peuvent pas, au fait, ne peuvent ni diminuer quelque chose à Dieu, ni l'ajouter. Juste pour répondre à ce que ta question sous-entend d'abord. Donc, ce n'est pas, au fait, ces prières qui vont faire quelque chose à Dieu, qui vont l'ajouter ou le diminuer, déjà, des 1.
Et des deux, c'est prier. Au fait qu'on fait, les djinns et les humains, c'est justement pour nous-mêmes. Ça, j'essaie d'être plus bref. Ça, c'est pour répondre à ta question le plus rapidement possible. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas encore? Non, mais après, il faut qu'on avance parce qu'il y en a qui n'ont pas parlé, tu vois. Oui, c'est ce que je dis. Je Moi, vais la parole à quelqu'un d'autre. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Cheikh, en tout cas, pour ton intervention. Parce qu'il faut vraiment que ça fait quand même un petit moment qu'il y en a qui attendent. Donc, après, je te redonnerai la parole. Tu pourras poser d'autres questions avec plaisir. Alors, qui c'est qui est monté en premier? C'est Fétiche ou Black Justice? Alors, je ne sais plus qui, un de vous deux qui est monté. C'était qui? Bah, un de vous deux, ouvrez le micro, hein, comme ça, vous avez la parole. Le premier. Bah, vas-y, hein, Fétiche, c'est toi le premier. Oui, au TEP à vous. Oui, bonsoir, au TEP à vous, mais pas tout de suite parce que nous sommes en guerre. Bien sûr. Et justement, nous sommes en guerre par rapport à monsieur, là, les Noirs arabes. Et comme tout à l'heure, vous avez dit, là, l'islam, c'est quoi? C'est plus de 1500 ans d'esclavage. Et moi, je confirme ce que tu as dit. L'Arabie Saoudite, elle a aboli l'esclavage qu'en 1962 par pression des Américains. D'où après, il y a eu les pétrodollars. Ok. Je reviens à l'époque du 7e siècle. Dans l'islam, le Coran, tout ça, leur fameux livre, là. Déjà à l'époque, à cette période-là, il y avait 2 Corans. Il y avait 2 Corans et que ça venait à peu près des Umayyads qui ont été exterminés par les Abbasides. Le Umayyad, c'était en Syrie, de la Turquie jusqu'à l'Irak à peu près. Parce que dans l'islam, dans le Coran, parce que moi, je suis né musulman, mais bon, ça, c'est fini, tout ça, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je peux citer un monsieur là qui est en train de parler, moi, je peux citer des sourates, hein, parce que comme ils nous ont torturé nos ancêtres pour nous inculquer tout ça par cœur, enfin bref, je reviens. Dans l'islam, ça parle de rivières, ça parle d'agriculture, ça parle des olives, ça parle de tout ce que tu veux, un truc là où il y a que des rivières, voilà, des terres fertiles. En Arabie Saoudite, il y a rien du tout là-bas. Comment ça se fait que on peut remonter à plus de 6 millions, savoir les Toutankhamon, les plus grandes personnes qui ont existé, les Kémites à l'époque, et que là, il y a 1400 ans, il n'y a aucune preuve de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Je poursuis. Donc, dans le Coran, il te parle d'agriculture, des olives, de tout ce que vous voulez, qu'il n'y a pas en Arabie Saoudite. C'était entre l'Euphrate et le Tigre, qui est actuellement entre la Turquie, en passant par là. Ça, c'était le premier Coran. Ok. Retenez super bien, allez faire des recherches parce que nous, on croit pas. Nous, on est des scientifiques. Voilà, bref. L'islam a été créé dans la région de Khorasan. Khorasan, c'est l'actuel nord de l'Afghan et vers l'Iran, l'empire perse à l'époque là. C'était là où il y avait justement les Umayyads qui étaient jusqu'à là, qui ont été massacrés par les Abbasides. Parce que regardez, même là actuellement, quand vous regardez un peu très bien là, tous les musulmans en Arabie Saoudite, il y a quoi eux? Il y a quoi à part d'être dans l'abondance comme avec le Vatican, que de l'or, tout ça, et attends tous les pauvres gens musulmans, surtout les noirs. Désolé pour les autres, hein, parce qu'il y a les Ouïghours, il y a les Rohingyas, bref. Vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Je poursuis ou ça va? C'est qui pour moi? Allô? Oui, allez-y, hein, c'est votre temps. Allez-y, c'est votre temps, monsieur, allez-y. Merci en tout cas. C'est très intéressant. Voilà, ils sont dans l'opulence totale. Alors que en Afghanistan, vous les voyez bien comme ils sont là, que ce soit les talibans, tous leurs descendants à l'époque, les Perses, tout ça. Eux, vous les voyez dans la religion islamique, ils ont la barbe, ils ne rigolent pas. Voilà, c'est vraiment leur truc à eux. Et même aussi, il faut bien retenir que leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, parce que pour respecter leur religion à eux, voilà, on remet ça derrière, mais bon. Il a épousé quand même Aïcha, elle avait quel âge? Elle avait 6 ans, 9 ans. Et là, actuellement, même au Yémen, en face de chez moi, parce que moi, je suis un Éthiopien. Moi, je sais très bien de quoi exactement on parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je répète, l'islam est sorti de la région de Khorasan. Et à l'époque, même là, récemment, je peux envoyer les liens si vous voulez. Même là, il y a quoi? Il y a à peine un siècle, 120 ans à peine. Il y avait encore quoi? La chasse à l'homme. Ils sont partis de votre empire à peu près, moi je pense que vous êtes Afrique de l'Ouest, ils sont partis prendre les Mandingues, après ils disent Moussa Moussa, non. Ils les faisaient traverser jusqu'au Caire. Il les ramenait jusqu'au Caire. Et comme vous avez dit, vous tout à l'heure là, en 1962, ils faisaient quoi? Ils massacraient nos frères, nos sœurs, ils les prenaient, ils les violaient. Après ils étaient là en train de les coudre pour les vendre parce qu'ils avaient une valeur beaucoup plus chère quand elles étaient vierges. Donc il y a eu des centaines de milliers, pour pas dire, allez,
Allez, franchement, c'est des centaines de millions, hein. Et comme tout à l'heure, j'ai bien entendu, quand il s'agit, oui, de la traite transatlantique négrière, quand ce sont les Blancs, les Européens, les leucodermes, oui, ça, oui, nanani, nanana. Mais les Arabes, c'est quoi les Arabes? C'est quoi les Arabes? Ils sont tous venus, c'est comme avec Moïse, après il y a eu Jésus, que c'était le Constantin, l'empereur Constantin, tu vois, qu'il a mis José, non, César Borgia. L'islam, c'est aussi la même chose, c'est une continuité. C'est une continuité de leur même truc. Et t'as dû recevoir un coup de fil. En tout cas, Exactement. ouais, t'as dû recevoir un coup de fil. Quelqu'un voulait rebondir sur son intervention, déconstruire ou aller dans son sens, rajouter autre chose? Ouais, Fétiche, t'as reçu un appel. Je vais te laisser quand même chuter, parce que ça fait au moins 5 minutes que tu parles. Je te laisse finir chuter, et après les gens ils pourront te poser des questions, d'accord? On fait comme ça? Ok, il n'y a pas de problème, juste 30 secondes alors. Donc voilà, bah, je prends un résumé, c'est que l'islam, par rapport au nord arabe, surtout nos sœurs et tout, voilà, il faut pas oublier que c'est plus de 1500 ans d'esclavage. C'était beaucoup plus. Ils ont même fait ça avec, ils ont copié ça par rapport aux Slaves, enfin bref. Voilà, eux, leur problème, même là, actuellement, en Mauritanie, là, je vous parle, on est en 2024. En Mauritanie, c'est quoi qui se passe là-bas? Et en Tunisie, au Maroc, en Algérie, nous, moi je vis en France, hein. Voilà, ok, oui, c'est nos frères parce qu'on a grandi dans des ghettos, mais faut ouvrir les yeux, faut ouvrir les yeux, les frères. Faut ouvrir les yeux. Ces gens-là, ils nous ont jamais acceptés, ils vont jamais nous accepter. Parce que c'est aussi la malédiction de Cham. Parce que nous, on est maudits dans leur religion abrahamique, là. On est maudits. Faut absolument accepter ça. Ouais, je sais que c'est dur. C'est dur, mais bon. Merci à vous, Otep. Ouais, merci en tout cas pour ton intervention. Qui c'est qui voulait rebondir sur son intervention? Après, on va laisser Black Justice. Black Justice, non? Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce propos, mais bon. Ouais, d'accord, on va laisser Black Justice. Oui, bonjour Black Justice, bienvenue. Alors juste avant de te laisser la parole, on va tapoter le live s'il vous plaît. Hein. Vous voyez, depuis le début du live, j'ai rien coupé. Hein. Je vous ai laissé tranquillement. Voilà, là on est à 2 heures de live. On est une cinquantaine, 70. Normalement, on doit être facilement, là, au moins facilement à 50 000 j'aime. Ah, voilà, c'est vraiment pour sécuriser le live. Vous avez vu, hein, moi, mon compte, il est tout le temps signalé. C'est à cause de ça. C'est parce que, voilà, ça tapote pas régulièrement. Vous avez une application, hein, si vous êtes des flemmards. Hein, ça s'appelle Auto-Clicker. C'est gratuit. Hein, bande de crevards. Vous téléchargez, hein, App Store, Play Store. Et ça tapote gratuitement pour vous. Moi, ça me permet de sécuriser le live. Voilà, je vous demande pas de l'argent parce que je sais que vous allez pas envoyer les cadeaux, c'est la fin du mois, hein, vous êtes tous des smicards, hein, tous des rémistes, etc. Donc au moins partagez le live. Là, on regardez 120 partages. Vous êtes des crevards. On ne demande pas de partager votre bif, on ne demande pas de partager votre kebab ou votre femme. On demande de partager le live pour que les gens puissent avoir accès au live et le voir. Même ça, vous le faites pas. C'est incroyable. Et après, vous êtes là, oh Frozone, ça fait une semaine, on t'a pas vu. Ben oui, c'est normal, vous faites pas le nécessaire. Vous faites pas le nécessaire pour sécuriser, pour que je puisse faire des lives tous les jours. Même partager, vous faites pas. Donc, s'il vous plaît, faites-le au moins. Ça vous coûte rien. Et puis, moi, ça me permet d'être tranquille. Merci.